on a prononcé un certain nombre de mots, dont celui d'algorithme, on a parlé intelligence artificielle, et alors il y a une intelligence bien naturelle qui va venir nous aider à comprendre tout ça, c'est Aurélie Jean. Donc Aurélie, elle est docteure en sciences, elle est entrepreneur, et puis elle vient d'écrire un livre formidable qui s'appelle De l'autre côté de la machine, elle y retrace son voyage au pays des algorithmes. Aurélie, est-ce qu'on peut partir avec toi dans ce pays des algorithmes? Mais oui, bien sûr, il faut lire mon livre. Voilà, évidemment, évidemment. Pardon. Oui, alors, en fait, je remercie de tout le monde, de Clara, le MSF et Piane, de m'avoir invité ce soir. Donc, moi, je vais essayer de vous parler un peu d'intelligence artificielle et de médecine, puisqu'en fait, je l'ai appliquée pendant 7 ans dans la recherche et je l'ai repris ma recherche dans ce milieu depuis 1 an. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est un peu un gros mot, c'est même aussi parfois un peu un mot inadapté, puisqu'en fait, il y a le mot intelligence dedans, donc ce qui fait peur. C'est pour ça que j'aime bien reprendre la phrase de Joshua Bengio qui parle de stupidité artificielle, parce qu'on ne rend pas l'ordinateur plus intelligent, mais on le rend moins stupide. Et donc, qu'est-ce que c'est typiquement l'intelligence artificielle? C'est littéralement de créer, d'utiliser, développer des simulations numériques faites, donc, qui tournent sur un ordinateur à partir d'un modèle mathématique explicite ou implicite qu'on va implémenter dans un programme informatique qui donc va tourner. En français, tout ça, ça veut dire quoi? Pardon. Exactement? Alors, un algorithme explicite, c'est par exemple ce que disait monsieur sur les arbres décisionnels. C'est un type d'algorithme explicite où on va expliciter chacune des règles, toute la logique en fait du modèle, de l'algorithme qui va être le fondement, en fait, le poumon de la simulation numérique. Et puis on a des modèles qui sont dits implicites, où en fait on va avoir des algorithmes, des modèles qui vont apprendre sur des données et qui donc vont définir des critères qui ne seront pas explicitement définis par l'humain, mais implicitement définis par entraînement. C'est la machine qui s'auto-alimente. Voilà, exactement. Et donc, c'est 2 choses très importantes à comprendre, parce qu'en fait, alors que dans le cas explicite, on est capable d'expliciter, d'expliquer la logique, le raisonnement en fait de la simulation algorithmique, on n'est pas capable forcément de le faire dans le cas de l'apprentissage. Donc c'est quelque chose à garder en tête, et peut-être que David en parlera, en tout cas d'un point de vue éthique. Et c'est vrai que dans la médecine, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'en fait on voit les impacts. Moi par exemple, donc j'ai travaillé, juste pour vous dire, l'intelligence artificielle sert souvent on pense à la prédiction, et en fait c'est vrai qu'elle sert aussi à analyser et à comprendre. Et comprendre les mécanismes, c'est fondamental, et ça sert énormément en médecine. On peut avoir un exemple? Oui, je pensais par exemple à ce que... Merci Yann. Okay. Je pensais justement à ce que moi j'ai fait. Moi j'ai travaillé sur le traumatisme crânien pendant 5 ans. Et j'ai pu... Alors juste pour certaines personnes savent sûrement, mais en fait quand vous avez par exemple un choc à la tête, vous pouvez avoir un risque de traumatisme crânien qui est léger, moyen ou sévère. Et souvent en fait les symptômes, en tout cas pour le moyen, le sévère ça se voit assez vite, mais le moyen ou léger, les symptômes arrivent en décalé. Arrive un peu plus tard. Donc on ne voit pas tout de suite qu'on a eu un traumatisme crânien. Et donc l'idée de mon travail avec mon équipe quand j'étais donc à Boston il y a quelques années, il y a encore 4 ans, on a en fait fait des gros calculs numériques, des grosses simulations avec des algorithmes entièrement explicitement définis à la main. Donc c'était des grosses équations mathématiques pour définir le comportement élastique et plastique du cerveau humain et de tous les composants qui entouraient le cerveau, donc le crâne, la peau, voilà. Et en fait, par nos simulations, on a pu comprendre ce qui se passait à l'intérieur du cerveau. Donc comprendre, analyser, comprendre par la simulation numérique. Et on a pu définir une loi qui est assez simple, qui est publique, c'est publié dans le journal de l'Académie des sciences américaines, dans le PNAS, donc qui décrit en fait le risque d'un humain d'avoir un traumatisme crânien moyen en fonction du type de choc qu'il reçoit à la tête. Type voulant dire l'angle, l'énergie du choc, des choses comme ça. Mais ça a suscité un vrai problème qui est celui des biais. Oui. C'est que, voilà, ça c'est intéressant parce que c'était un sujet qu'on devait aborder ensemble ce soir, Aurélie. Oui, tout à fait. C'est quoi ce problème des biais sur lequel tu travailles maintenant? Voilà, alors en fait les biais, donc moi ça me suit depuis des années, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me fascine aujourd'hui encore plus, et c'est d'autant plus le cas en médecine, il faut faire très attention. Est-ce que ce que vous aviez d'ailleurs souligné lorsque vous parliez de biais et d'impact sociétal du fonctionnement des modèles, en fait on a tous des biais cognitifs, et nos biais cognitifs, en fait ça a été démontré, on a tendance à les transmettre aux choses qu'on produit. Ça peut être un texte, un dessin, un livre, un algorithme. Même tangible, ça peut être quelque chose de tangible. Et donc, typiquement, ce qui se passe, c'est que ce biais cognitif va se transformer en biais algorithmique. Et donc, ce qui va se passer, c'est ce qui peut arriver, c'est ce qu'on appelle la discrimination technologique in fine. Oui, un exemple? Oui, ouais, par exemple, les premiers algos de reconnaissance faciale ne reconnaissaient pas les peaux noires parce que ça venait d'un biais cognitif de la part des concepteurs qui était principalement ou uniquement blanc. Et moi, j'ai failli introduire un biais, donc je le dis, dans le cadre de mon travail sur le traumatisme crânien, parce qu'en fait, je devais trouver des données représentatives du skull, du crâne humain.
Et en fait, j'étais très fière de moi. J'avais été chercher des femmes, des hommes, des plus vieux, des moins jeunes, des enfants, des populations afro-américaines, caucasiens, enfin bref. Et mon directeur de recherche m'a dit, tu n'as pas considéré les populations asiatiques alors qu'elles ont des morphologies très différentes des caucasiens. Et moi, je les avais assimilées en fait inconsciemment aux occidentaux. Et ça a été une erreur. Donc j'ai failli introduire un biais cognitif transmis en biais algorithmique qui fait que mon algorithme aurait peut-être discriminé les populations asiatiques, d'autant plus que mon but c'était quand même, rappelez-vous, de définir le risque d'un humain de développer un traumatisme crânien. Donc ça n'aurait peut-être pas fonctionné sur les populations asiatiques. Donc le biais algorithmique c'est un challenge et c'est un vrai challenge en médecine, d'autant plus que moi je travaille d'ailleurs sur un nouveau projet en lien avec le cœur et les biais, parce qu'en fait toutes les études qui ont été faites sur les infarctus ont été faites sur des hommes, les traitements ont été testés sur des hommes et on a vu depuis récemment, 1 ou 2 ans, qu'en fait, les mécanismes de l'infarctus ne sont pas les mêmes chez la femme et que les traitements ne doivent pas du coup être les mêmes. Et donc il faut s'occuper du petit cœur des femmes aussi. Et merci beaucoup Aurélie, parce qu'on garde des éléments pour la discussion ultérieure.